Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Avec la violence et le racisme comme toile de fond, un policier en civil voulant secourir un spectateur, pris à partie par une foule déchaînée, a tué par balle un supporter du PSG et blessé un autre. Très nombreuses réactions. C'est une substance radioactive qui a tué l'ex-espion russe. Derrière lui, il laisse une lettre posthume qui accuse Vladimir Poutine. La justice ouvre ses portes pour mieux se faire comprendre. Une journée dans les tribunaux pour expliquer le système. À un mois de Noël, la neige au rendez-vous pour l'ouverture officielle de la première station des Alpes à Val Thorens. On a skié aujourd'hui. Et puis les obsèques de Philippe Noiret auront lieu lundi prochain à Paris. Innombrables hommages depuis la disparition d'un des plus grands acteurs français. C'est dans un climat de haine et de violence raciste qu'un policier en civil voulant protéger un spectateur de confession juive a tué par balle un supporter du PSG et blessé un autre. S'agit-il de légitime défense, d'un tir de désespoir, comme le disent les syndicats? Apparemment, ce policier acculé dans un coin aurait été frappé alors qu'il faisait face à une centaine de hooligans prêts à en découdre après leur défaite contre le petit club de Tel Aviv. L'enquête de la police des polices devrait déterminer les circonstances précises de ce drame. Stéphane Bretner, Romain Messier, Emmanuel Beck et Régis Maté. À terre, recouvert d'un plastique blanc, le corps d'Yves Kemener. Il est emmené à l'Institut médico-légal pour autopsie. Ce jeune homme de 25 ans vient d'être abattu d'une balle de pistolet. Il appartient au Boulogne Boys, un groupe de supporters du Paris Saint-Germain, connu pour abriter des sympathisants d'extrême droite. 23 h, le match PSG-Tel Aviv vient de se terminer. À 300 mètres du stade, un groupe de supporters parisiens poursuit un spectateur de confession juive. Près d'un fast-food, un policier en civil tente de le protéger, il est martiniquais. On remarque très vite qu'un groupe se dirige vers un homme noir qui se trouve au milieu de la chaussée et qui visiblement a quelqu'un derrière lui qu'il essaie de protéger. Je l'entends même dire à haute voix, reste derrière moi, reste derrière moi. Il a couru en marche arrière avec le Israélien derrière lui en disant de se protéger derrière lui. Et puis le flic en civil sortait son arme, il la remettait sous lui, il la ressortait. Le policier s'identifie plusieurs fois. Les insultes fusent. Sale juif, sale nègre, crient la centaine de supporters surexcités. Il tente alors sans succès d'utiliser sa bombe lacrymogène. L'un des agresseurs l'a frappé à la tempe. Je parle du fonctionnaire de police. Un autre lui a donné un coup de pied dans le bas-ventre. Il est tombé à terre. Il a sorti son arme après avoir argué de sa qualité. Il a fait feu. 2 hommes sont tombés à terre, dont un est décédé des suites de ses blessures. Un ami du supporter tué était à côté de lui hier soir. Apparemment, la balle a traversé un premier supporter pour atteindre Julien en plein cœur. Julien n'était pas au premier plan, donc il n'agressait pas directement ce policier. Et c'est lui qui s'est pris la balle. Pour rien, je dirais. La justice privilégie ce soir l'hypothèse de légitime défense. Au moment du tir, les agresseurs sont à 50 cm ou 1 mètre tout au plus. On est donc, je vous le rappelle, dans une scène extrêmement violente, dans une scène où la réflexion laisse peu de place. Après le coup de feu, le policier et celui qu'il protégeait se réfugient dans le fast-food. Déchaînés, les supporters cassent toutes les vitrines, tentent de pénétrer à l'intérieur, mais les CRS arrivent environ 10 minutes plus tard et sécurisent les lieux. La police des polices interroge longuement le tireur avant de l'emmener dans les locaux de l'IGS. Ce soir, il est toujours interrogé. De très nombreuses réactions, toutes venant condamner l'insupportable violence, parmi lesquelles on retiendra celle de Jacques Chirac, c'est d'Italie, lors d'une conférence de presse qui clôturait le 25e sommet franco-italien, que le président de la République est intervenu invoquant un sentiment de condamnation et d'horreur. Nous l'écoutons. Ça m'inspire d'abord un sentiment non seulement de condamnation, non seulement de stupéfaction, mais aussi d'horreur. Ces violences sont scandaleuses. Les propos racistes, quelle que soit leur nature, sont honteux et doivent être indignes. Ils sont indignes, ils doivent être condamnés. Et, bien entendu, je les condamne avec la plus grande fermeté.
Le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois rattrapé par la violence d'une toute petite partie de supporters extrémistes, ceux de la tribune de Boulogne. Une violence à caractère raciste et xénophobe, des groupuscules proches de l'extrême droite radicale qui ont déjà à leur actif un long palmarès. Ces groupes sont identifiés. La France compte 300 supporters à haut risque, indique ce soir le ministère de l'Intérieur, dont près de la moitié pour Paris. Julien Benedetto, André Germain. Complètement débordé, le service de sécurité du PSG. Ce midi, une quarantaine de supporters du club parisien pénètrent de force dans le centre d'entraînement. Après avoir insulté et intimidé certains joueurs, l'un d'entre eux s'en prend aux journalistes. Le PSG vit les heures les plus sombres de son histoire. Il y a eu un drame, il n'est pas question qu'il y en ait d'autres. On fera tout ce qu'il est en notre pouvoir pour que cela ne se reproduise pas. Mais pour le faire, il faut trouver les bons remèdes et il faut bien comprendre ce qui s'est passé. 20 ans déjà que le club de la capitale doit vivre avec une minorité de fans violents. 28 août 1993, les supporters de la tribune Boulogne passent à tabac plusieurs CRS. L'un d'entre eux est grièvement blessé. Les auteurs de ces débordements à répétition sont vite identifiés. Ils sont quelques dizaines, organisés en groupuscules, marqués à l'extrême droite. Depuis 1 an et demi, les Boulogne Boys, groupe raciste auquel appartenait le supporter tué hier, livrent une guerre fratricide à l'autre principale association de supporters, à tonalité black, blanc, beurre. Voici un de leurs affrontements au Mans, il y a 1 an. On sait que dedans, il y a une minorité de gens très actifs, racistes, antisémites, et que depuis 20 ans, on dit qu'ils sont une minorité, et que depuis 20 ans, cette minorité continue à agir. Voilà à quoi ressemblent les abords du Parc des Princes lors des matchs dits à haut risque, comme les fameux PSG Marseille. 2500 policiers, des supporters escortés par des CRS, une litanie qui nourrit le ras-le-bol des riverains. À lendemain des matchs, vous avez des graffitis, de la casse gratuite parce qu'ils sont complètement, disons, ils sont révoltés par les résultats. Ils ont des réactions violentes, quoi. Hier, à la fin du match, dirigeants, entraîneurs, joueurs étaient consternés par la déroute sportive du club. Pourtant, quelques minutes plus tard, la défaite semblait bien dérisoire. À Londres, l'ex-espion russe n'aura pas survécu aux produits radioactifs qui l'empoisonnaient depuis 3 semaines maintenant. L'autopsie pratiquée aujourd'hui parle de polonium, une matière hautement cancérigène. Alexandre Litvinenko laisse derrière lui, en guise de testament, une lettre posthume accusant directement le Kremlin. Marius Burgot, Dominique Marotel à Londres. Alexandre Litvinenko était un grand sportif, il était en parfaite santé, comme le montrent ces images tournées chez lui à Londres. Et ce soir, les experts sont enfin capables de dire ce qui a tué à petit feu cette force de la nature, du polonium 210. L'ex-espion russe a donc inhalé ou avalé une dose massive de cette matière hautement radioactive. Une dose tellement importante que tous les endroits où il est passé sont ce soir radioactifs. Le bar à sushi où il a mangé et l'hôtel où il a pris le thé viennent d'être fermés. Reste un mystère, qui est le commanditaire? Dans une lettre posthume lue devant l'hôpital, Litvinenko donne lui-même un nom, celui de Vladimir Poutine. Les larmes aux yeux, son père réitère les mêmes accusations. Un scénario fortement démenti cet après-midi par le président russe lui-même. Les autorités britanniques ne doivent pas contribuer à alimenter des scandales politiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. La police antiterroriste britannique a aussi trouvé des traces de radioactivité au domicile londonien de Litvinenko. Ce scénario digne de la guerre froide s'achève donc par une mise en garde des autorités sanitaires de ce pays. Toutes les personnes ayant été en contact avec l'ex-agent russe, notamment dans cet hôpital, peuvent avoir été contaminées à des doses plus ou moins infimes. Près de 30 ans après la disparition d'Agnès Leroux, l'héritière d'un des plus grands casinos niçois, s'est ouvert, vous le savez, le procès de Jean-Maurice Agnolet. Cet ancien avocat radié du barreau, amant de la jeune femme dont on n'a jamais retrouvé la trace, a fait aujourd'hui le récit de sa vie devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, redisant à qui veut l'entendre qu'il n'est pour rien dans ce drame. Dominique Verdaillan et Jean-Marc Nouknouk. L'homme est attaché aux apparences, il soigne son élégance, se montre respectueux, déférent. Maurice Agnolet s'amuse à se raconter, multiplie les anecdotes.
68 ans d'une vie. Son drame, des parents indifférents, le suicide d'un frère. Sa passion, la franc-maçonnerie. Sa fierté, son militantisme associatif. L'audience est ouverte. L'interrogatoire du président écorne cet autoportrait trop flatteur. Agnolet, radié du barreau, exclu du Grand Orient, indésirable à la Ligue des droits de l'homme. Une personnalité tortueuse, dit un témoin. Une sorte de Lucifer, un personnage machiavélique, ajoute un autre. Ce que confirme le frère d'Agnès Leroux. Machiavélique, moi je suis assez bien placé pour le savoir dans la mesure où j'avais un certain nombre de contacts avec lui après la disparition d'Agnès et qu'il s'est chargé pendant des semaines, si ce n'est des mois, de me rassurer sur Agnès, sur le fait qu'elle était en vie, sur le fait qu'elle était en train de faire la fête, qu'elle était allée se promener, alors qu'on a bien compris après dans le dossier qu'il savait très bien que c'était absolument faux. Étonnant accusé, que l'on dise du bien ou du mal, Maurice Agnolet ne quitte pas un sourire énigmatique. Si l'on reste fixé sur le prisme de l'accusation, un Agnolet coupable, alors nécessairement le moindre de ses sourires, n'est-ce pas, est un signe de cynisme ou de machiavélisme. Ça n'est pas le cas. Des témoins viendront en revanche parler d'Agnès Leroux, une fille belle, intelligente, amoureuse. Celui qui en parle le moins, c'est Maurice Agnolet. Ma rencontre avec Agnès, dit-il, n'a duré que 17 mois, comme si c'était un simple épisode dans sa vie. Les élections de syndicats de police avec ces résultats qui concernent un peu plus de 96 000 gardiens de la paix. On retiendra d'abord une très forte participation à ce scrutin qui marque l'avancée du LUNSA, un syndicat proche de la gauche, avec plus de 41% des voix devant le syndicat traditionnellement marqué à droite, le syndicat Alliance, qui progresse lui également mais perd la majorité avec un peu plus de 36% des voix. Enfin, le SGP-FO obtient 15,34%. À Marseille, après l'incendie du bus dans lequel une passagère a été brûlée très gravement, un 8e adolescent a été mis en examen et écroué. La justice ouvre ses portes pour permettre à tous les citoyens que nous sommes de mieux appréhender le système judiciaire. À Sarreguemines, le tribunal accueillait aujourd'hui des lycéens. Ils ont pu suivre le parcours judiciaire d'un mineur délinquant, de la garde à vue jusqu'au jugement. Il s'agissait bien sûr d'une simulation. Jenny Briffa, Jean-Pierre Pasteur. Ce n'est pas sa première garde à vue. À 17 ans seulement, ce jeune récidiviste est poursuivi pour vol avec violence sur un handicapé. Est-ce que vous avez voulu lui tendre un guet-apens ou c'était juste un vol d'opportunité? Ce lycéen n'est pas un criminel, il joue un rôle. Menotté pour de faux, il va suivre avec sa classe le vrai parcours judiciaire d'un mineur délinquant. Audition par les gendarmes, entretien avec des éducateurs avant que le procureur lui annonce la peine qu'il encourt. 7 ans, monsieur Paul. Vous encourez 7 ans d'emprisonnement. Pour un vol de casque et de lunettes de protection, je ne m'attendais pas à 7 ans. Je trouve ça énorme. Mais je pense que s'ils mettent 7 ans, c'est peut-être pour aussi faire réagir. Réagir et réfléchir à la justice, c'est aussi ce que font ces jeunes grâce à cette journée. Pour la première fois, ils voient des magistrats en exercice et non pas dans des séries télé. Alors il va falloir que vous m'expliquiez un peu plus, monsieur Paul, qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là? J'étais sous l'influence de l'alcool, des médicaments. Monsieur Paul, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Il prononce à votre encontre une peine de 5 mois d'emprisonnement. Je ne pensais pas qu'un mineur pouvait aller en prison aussi facilement. Le procureur, je connaissais le nom, je savais que ça existait, mais je ne savais pas à quoi il servait. Les jeunes se sont familiarisés avec le monde de la justice. Quant aux magistrats, ils ont pu montrer que juger était un métier bien délicat. On juge des faits commis par une personne. On ne juge pas une personne, on juge des faits. Donc on a cette base de départ et il faut poser une sanction. Il faut poser une sanction adaptée par rapport à l'évolution de la personne. Dans les couloirs, alors que les faux voleurs s'en vont, de vrais mineurs délinquants attendent leur tour. 5 sont jugés chaque semaine. À l'étranger, le terrible cycle de la violence en Irak, après le carnage d'hier à Bagdad, où plus de 200 chiites ont été tués. Leurs obsèques se sont déroulées aujourd'hui, où un quartier sunnite, cette fois-ci de la capitale, a été pris pour cible. 4 mosquées ont été incendiées. Ces affrontements interconfessionnels plongent le pays dans un climat proche de la guerre civile, avec encore 2 attentats suicides dans le nord du pays qui ont fait 40 morts. Dans la bande de Gaza, c'est le premier attentat suicide revendiqué par le Hamas depuis près de 2 ans. Une attaque kamikaze qui frappe d'autant les esprits qu'il s'agit d'une grand-mère palestinienne qui s'est fait exploser hier près de soldats israéliens pour mourir en martyr. Laurent Boussier. Je m'offre en sacrifice pour Dieu et pour mon pays. Je ne veux rien, simplement mourir en martyr. Entre cette vidéo tournée dans la plus pure tradition des kamikazes du Hamas et ce cercueil porté dans les rues de Gaza, il ne se sera écoulé que quelques heures.
Le temps pour Fatima Omar Mahmoud, mère de 9 enfants et grand-mère de 41 petits-enfants, de faire sauter, à proximité de soldats israéliens, les explosifs qu'elle portait sur elle. Je pense que pour ma mère, être kamikaze était devenu naturel. Ma seule surprise, c'est qu'elle ait choisi ce jour pour devenir martyr. Très affectée par la mort le mois dernier d'un de ses fils et d'un de ses petits-fils tués par l'armée israélienne, Fatima est donc devenue la plus âgée des kamikazes palestiniens. Entre pleurs et célébrations, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants se sont réunis. Ici, le désespoir, la frustration et la pauvreté sont tels que vouloir devenir kamikaze n'a rien d'exceptionnel. Si Dieu le veut, nous allons tous devenir martyrs. Nous allons tous mourir, un par un. Les femmes, les enfants, les hommes, tous vont devenir martyrs. La semaine dernière, un des responsables du Hamas avait annoncé une reprise des attentats suicides. Une terrible menace, mise à exécution par une grand-mère de 57 ans. Au Liban, après les obsèques de Pierre Gemayel, une journée de grève générale a été décrétée aujourd'hui à Beyrouth. S'affrontent autour de cet assassinat les anti et les pro-syriens. Parmi eux, le général Michel Aoun, l'homme fort des chrétiens, allié du Hezbollah et qui conteste aujourd'hui au parti anti-syrien le droit de représenter la majorité du peuple libanais. Reportage sur place, Olivier Galzi, Olivier Robert. Retranché sur les hauteurs de Beyrouth, le général Aoun est l'un des hommes politiques les mieux protégés du pays. Il faut dire que les amis d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, surtout depuis qu'il a fait alliance avec le Hezbollah. Comme un symbole, la Bible trône à côté du Coran dans la salle où il reçoit ses invités. Le chrétien Aoun est un pragmatique. Pour lui, le Hezbollah n'est pas un mouvement terroriste, c'est un mouvement de résistance. Et comme tel, il a résisté à l'agression israélienne contre le Liban pendant 33 jours, alors que le gouvernement était totalement impuissant pour réagir. Les mots ont leur importance. Le document signé par Aoun ne parle pas d'alliance mais d'entente. Une entente qui lui coûte cher sur la scène internationale. Il est désormais accusé de faire le jeu du voisin syrien. Je n'ai jamais eu de relation avec la Syrie, avant ni après. Et je l'ai combattu et je combattrai toujours si jamais elle essaierait d'avoir un retour au Liban. Mais maintenant, on cherche à avoir une stabilité et éviter les bombes intérieures. Ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes relations avec les voisins pour ça. Certainement. Hier, le chrétien Aoun n'était pas à la messe pour les funérailles de Pierre Gemayel. Il n'a pas apprécié ce qu'il appelle la récupération politique autour de cet assassinat. Selon lui, la Syrie a été trop vite montrée du doigt. À qui profite le crime? C'est la première question qu'on se pose. Et alors, à qui profite le crime? Même moi, je suis un de ceux qui sont atteints par les mauvaises conséquences de ce crime. Aux dernières élections législatives, le parti du général Aoun a récolté les 3/4 des votes chrétiens, 1/3 des suffrages de la population libanaise. Il rêve l'an prochain de devenir président pour conduire, dit-il, un Liban souverain et laïque, un Liban où les religions ne seraient plus au cœur des institutions. Le Rwanda a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la France, une décision que regrette Paris. L'ambassadeur a 24 heures pour quitter Kigali, dans la capitale, où une manifestation hier contre la France marquait cette détérioration très nette des relations entre les deux pays et qui fait suite à la décision du juge Jean-Louis Bruguière de mettre en cause de hauts dignitaires rwandais dans l'attentat contre l'avion du président Habyarimana en 1994, attentat qui allait déclencher le début des violences interethniques. Voilà donc pour l'étranger. Philippe Noiret, dans le cœur de chacun, c'était l'un des grands acteurs français du siècle et depuis hier qu'est tombée la nouvelle, les hommages se multiplient. Il en est un qui a une valeur toute particulière, cet hommage que lui rend son complice et son ami toujours Jean Rochefort. Il a su trouver les mots, témoignage recueilli par Marie Jojoy. Je voudrais être une sorte de passeur parce que j'ai deux souvenirs que je voudrais transmettre sur cet ami de 50 ans. Il y a une trentaine d'années, nous marchons en forêt, nous aimions ça, et son chien disparaît. Et nous continuons à le chercher, on ne le retrouve pas, et au bout d'une demi-heure, je vois sur ses joues des larmes. J'ai dit continuons à chercher, nous le retrouverons, nous l'avons retrouvé. J'ai vu après sur son visage une joie d'enfant extraordinaire. 30 ans passent, il y a 4 ou 5 jours, je suis avec lui,
Je rentre dans sa chambre. Il était chez lui, sous la surveillance admirable de Monique Chaumette, sa femme, et de Frédéric, sa fille. Et je suis bouleversé. Il le voit et il me dit « Ah, ne pleure pas, ça ne nous ressemble pas. » Il m'a donné du courage. Au bout d'un instant, je lui ai tenu la main. Vous voyez ces deux imbéciles, la main dans la main. Un jeune médecin est entré et il a souri en nous voyant tous les deux vieux comme ça, la main dans la main. Ça m'a donné du courage de sourire de cet homme, de ce docteur. J'en avais besoin. Le courage de lui dire « Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es angoissé ?» Il m'a répondu « C'est assez emmerdant comme ça, si en plus j'étais angoissé. » Et pendant cette heure que nous avons passée ensemble, il n'a eu de cesse de me faire rire. Ça, c'est l'élégance, ça, c'est un seigneur. J'ai voulu mettre cette écharpe aussi parce que c'est un cadeau de lui, d'un grand faiseur. Il me l'a offerte, il aimait beaucoup offrir ce que la vie lui avait donné. Il m'a dit, tiens, imbécile. Il m'avait comme adoubé à l'élégance en quelque sorte. La presse dit, c'est la mort d'un seigneur. C'était une voix inoubliable, c'était un mélange d'élégance et de nonchalance, un seigneur, un gentleman, un homme de scène, un poète, un amoureux des cigares et de la campagne, un homme plein d'humour. Chacun garde en soi l'image du Philippe Noiret qu'il aime et qu'il a aimé, l'hommage de ceux qui ont joué avec lui, Olivier Lenuzza, David Fessard. Il demeure à jamais le héros blessé du vieux fusil. Un homme épris de justice, de liberté, amoureux de la vie. On dit beaucoup que je fais du Noiret souvent, ça revient beaucoup. Et vous dites beaucoup que vous aimeriez être un honnête homme. Et moi j'ai l'impression que vous êtes trop poli pour être honnête. Oui, sûrement, oui, je cache sûrement des noirceurs que seuls mes intimes connaissent, oui. C'est pas parce que je mets la tentation à portée de la main qu'il faut forcément se laisser tenter. Moi, je m'arrange seulement pour que les gens ils se montrent tels qu'ils sont. Et je leur tombe dessus. Philippe Noiret était un géant, c'était un homme, je veux dire, qui était d'un courage physique exceptionnel, qui était d'un courage moral magnifique. Un épicurien qui aimait la grande bouffe, cuisiné ici par Marco Ferreri, à ses côtés, Andrea Ferréol. Je voudrais, après les brochettes, faire... Oui, c'est Hugo qui l'a fait. C'est un très bon pâtissier. Quand il y avait des scènes un petit peu difficiles, je pense qu'il était aussi gêné que moi. En tous les cas, il y avait une pudeur, une très grande pudeur. Je peux considérer que c'est un de mes grands-pères, P-A-I-R-S, et peut-être sans doute aussi un père, P-E-R-E, tout simplement, parce que il y a toujours des gens qui vous influencent et auxquels on se réfère quand on a envie de faire ce métier-là. Noiret en faisait partie. Il cultivait son image de dandy d'un autre siècle, une élégance éternelle, et cachait une certaine angoisse. L'angoisse, elle est au niveau de faire ce métier du mieux possible. Elle est au niveau du choix des films qu'on fait. L'angoisse, elle est à ce niveau-là. Elle est pas sur le succès qui peut disparaître. À 75 ans, il reçoit la Légion d'honneur, la seule médaille qu'il ait jamais acceptée. Je veux dire à tous les gens présents, voilà, c'est là que va venir l'alarme, qu'ils me sont chers, tous autant qu'ils sont, et que ce ne sont pas des amis, mais vous êtes ma famille. Il y a Jeannot qui m'entoure. Regarde ça. Ben tu vois, c'est ça la vie. Philippe Noiret disait « La vie est un voyage ». Le voyage est court, autant le faire en première classe. L'homme mérite bien la plus belle avenue du monde. Il sent le sapin, le cinéma français. Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble, le cinéma français? Venez. Voyons maintenant comment le grand public, celui qui l'a vu sur scène ou au cinéma si souvent, se souviendra de Philippe Noiret, Abdel Mostefa, David Fessard.
C'était quelqu'un d'élégant et malgré cette élégance, ou à cause de cette élégance, très proche, très humain et très sensible. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous aime. Mais vous êtes fou. Les ripoux, c'est un peu plus actuel, en tout cas pour ma génération, mais un acteur qui aime avant tout la langue française et son métier, donc la comédie. Salut, donne-moi donc un beau gigot, tiens, celui-là, là. Et un beau gigot, un. Je mettrai ça sur mon compte, Mme Marcel. Comme d'habitude, monsieur René. La disparition de cet acteur, c'est un tout petit peu la même chose, comme si on venait de perdre Gabin ou quelque chose de cet ordre, parce que c'est vraiment un symbole du cinéma français. Tant que je serai là, tu seras ministre. Mais vous pouvez mourir avant moi. Je ne serai plus rien qu'un fils d'apothicaire, même pas abbé. Et tu n'as pas peur qu'on se moque de toi si je te fais archevêque? Non, non, on sera choqué, outré, scandalisé, mais on ne rira pas, non. On rirait si on faisiez duc ou prince, mais pas archevêque. Parce qu'un archevêque ne tient pas sa puissance des hommes. Tu vas pas me dire que tu vas te mettre à croire en Dieu? Non, 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 pas encore. Mais quand je serai pape, qui sait? Cinéma Paradiso, c'est ça, où la pellicule s'enflamme. Vraiment, là, on a tout un moment de cinéma merveilleux. C'est vrai que c'est cette image-là que je garderai. Il y a une place pour moi dans ce nouveau paradis. Alfredo! Toto, tu me le raccompagnes à la maison quand vous fermerez. Oui, madame Nord. Je m'en vais, Alfredo. Oui, oui. Je suis contente que tu sois venu. Et en hommage à Philippe Noiret, France 2 rediffuse ce soir à 22h30 Vivement Dimanche que Michel Drucker lui avait consacré. Philippe Noiret dont les obsèques se dérouleront lundi à la basilique Sainte-Clotilde à Paris. Au plan social, dans le Gard, pour protester contre la menace de supprimer peut-être 300 emplois dans l'entreprise textile Well, une journée ville morte au Vigan. Les commerçants ont baissé leurs rideaux en signe de solidarité. Une catastrophe annoncée pour la commune et ses familles. Marie-Laure Guerrier, Pascal Ponce. Le Vigan, ville morte. Ce matin, en signe de solidarité, les commerçants ont tous baissé leurs rideaux. Si nous, on n'a plus ces personnes, les commerces vont s'arrêter petit à petit. Donc, on a un souci, nous aussi. Au même moment, au Vigan, 438 salariés de Well défilaient dans les rues. Parmi eux, Frédéric et Dominique Vaquier, 26 et 29 ans passés à Well. Ce matin, le verdict, comme ils disent, est tombé et le coup de massue avec 300 licenciements. Aujourd'hui, Natexis, qui est devenu Natexis, avec la fusion à la caisse d'épargne, on nous parle de 540 milliards d'euros. C'est... Je veux dire, je crois que c'est 2 fois le budget de la France. Donc, et on met les gens dehors comme de vulgaires serpillères. Non, ça peut pas. Moi, je dis, ça ne pourra pas durer. Dominique, son épouse, avait 17 ans lorsqu'elle a commencé à Well. Aujourd'hui, elle se sent trahie. On a laissé quand même beaucoup de soi. On s'est beaucoup investi. Et on a l'impression de s'être fait rouler. Et de s'être fait même voler. Voilà. En attendant la fermeture programmée en 2008, il va falloir retravailler. Je ferai mon boulot de chef d'équipe. J'en parle avec émotion, là. Mais je travaillerai, je ferai ce qu'il faudra, mais... C'est terrible ce qui nous arrive, c'est terrible. Si ce couple a décidé de rester ici et de survivre, la plupart des salariés Well devront quitter cette vallée du textile sinistrée. À une semaine du salon nautique, les bateaux qui seront admirés, eh bien, ils font route vers Paris. De drôles de convois, des convois spéciaux qui ne peuvent rouler que de nuit. Julien Beaumont, Lionel Langlade. Le salon nautique avant tout le monde, c'est possible. Pour voir les dernières nouveautés en avant-première, rendez-vous dans les rues de Paris. Les 1400 bateaux arrivent en ce moment au compte-gouttes. Problème, les embarcations sont de plus en plus grandes et les rues de la capitale semées d'embûches. Il a donc fallu utiliser des remorques un peu spéciales. Alors quand on passe pas en largeur au niveau d'un feu rouge, on a un système hydraulique qui nous permet de basculer, d'incliner le convoi, ce qui nous fait gagner pratiquement 1 mètre en largeur, quoi. Une fois arrivé au salon, il faut ensuite placer les bateaux au centimètre près.
Porté par une grue, le plan toujours à portée de vue, car ici, pas question de se tromper. Il ne faut pas déborder sur votre emplacement parce que, question de finance, quoi. Voilà. Le salon nautique est l'un des salons les plus difficiles à mettre en place, notamment pour les constructeurs de voiliers, car il faut équiper les bateaux de bas en haut, et pour le mât, ça passe de justesse. Un peu stressant comme partie salon? Un peu, parce qu'on veut placer les bateaux au plus vite et mater au plus vite, parce que bon, comme les grues sont très prises, c'est très compliqué avec les accès, c'est assez difficile, oui. L'ouverture au public, ce sera samedi 2 décembre. 300 000 personnes sont attendues. Cette année, 300 nouveautés sont présentées en exclusivité à Paris. Et une tendance, la couleur. Certains bateaux se prennent pour des tableaux sur l'eau. Du côté du ciel, Météo France prévoit une vigilance orange ce soir et jusqu'à demain midi. Des vents forts sont attendus dans 6 départements. L'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire. Des vents atteignant 100 km/h et peut-être davantage avec des températures toujours très douces. Vous l'avez noté, des records de douceur. Les premières neiges et l'ouverture officielle de Val Thorens, première station des Alpes à ouvrir ses pistes pour la saison d'hiver. À un mois de Noël, les plus chanceux ont pu retrouver le plaisir de la glisse. Virginie Fichet, Philippe Yvet. Inlassablement, elles reprennent leur balai hivernal. Leur chant sonne le début de la saison. Sous les chenilles des dameuses, les 3 premières pistes émergent de la poudreuse. Les marmottes s'endorment, Val Thorens s'éveille. Ah oui, bien sûr, c'est ouvert ce matin. Oui, c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, la plupart des skieurs sont venus en voisin ou bien de loin, comme cet Écossais très déterminé. Je suis la première personne, oui, dans la saison. Okay. Merci. Entre 2200 et 3000 mètres, la neige a recouvert un joli terrain de jeu. Sur le désert blanc, une poignée de glisseurs comblés signe ses premières traces. Il n'y a pas grand monde, bonne neige, et puis l'avantage c'est de ne pas faire la queue aux remontées mécaniques. Ça fait vraiment plaisir, ça dépayse et ça fait une bonne coupure et ça donne de la pêche pour la suite. Déjà retardée, l'ouverture ne tenait qu'à un flocon. Il y a quelques jours seulement, de la neige fraîche est arrivée, confortant le tapis que les canons à neige avaient déroulé les semaines passées. Dans les conditions générales d'enneigement, pour ce qui est des pistes ouvertes, là, cette année, c'est bien. Parce qu'on a une épaisseur de plus de 30 cm, donc elle est bien compactée. Premiers à vouloir en profiter, les jeunes des clubs de ski. Leurs spatules impatientes ne pouvaient attendre l'ouverture de leur propre station. On a un peu rouillé, ouais, et puis ça fait mal aux cuisses en arrivant en bas aussi. On a perdu un peu de l'endurance, mais c'est bien. Souvent, l'ennemi des premières neiges vient aussi du ciel. Le vent s'est levé et les remontées mécaniques ont dû s'arrêter un peu plus tôt que prévu. C'est demain la Sainte-Catherine. Les Catherinettes s'emmarient à 25 ans, une fête traditionnelle, en particulier dans toutes les maisons de couture. Chaque année, c'est un peu comme une récréation dans les ateliers où l'on confectionne en secret des chapeaux. Estelle Collin, Vincent Bouffartig. Alors, on va juste lever un tout petit pas trop. Voilà, comme ça. Sous le chapeau, un cœur à prendre. Toutes différentes et pourtant un point commun, 25 ans. Mais attention, pour coiffer Sainte-Catherine, il faut être vierge, n'avoir toujours pas de mari. Une belle occasion de jouer les stars. Voilà, merci. Ce n'est pas le festival de Cannes, mais ce sont bien les Catherinettes. Non, ce n'est pas désuet, non. C'est une belle journée qui met en valeur la couture, donc c'est quand même un bel événement. D'ailleurs, pour l'événement, dans les grandes institutions du luxe, Cartier, Dior ou Chanel, c'est un jour férié. Et petit détail, en ces temps de parité que les hommes se rassurent, pour eux, Sainte-Catherine, c'est à la Saint-Nicolas et il faut avoir 30 ans. Au terme d'une longue délibération, ce n'est pas Catherine, mais Élodie que l'on fêtera. Elle travaille chez Cartier. Dans le secret des ateliers, pour les petites mains, la Sainte-Catherine, c'est un peu la récréation. 50 chapeaux, un mois de travail, mais quel plaisir pour ces mousquetaires de la haute couture. Seule contrainte, du jaune et du vert uniquement. Le jaune, c'est le mariage raté, c'est-à-dire c'est le blanc fané. Il n'est pas obligé d'être jaune comme ça. Hein. Et le vert, c'est l'espérance. Des chapeaux ludiques dans la plus pure tradition du luxe, autant dire un cadeau. Tu es ravissante. Un petit tour.
C'est le dernier des prix littéraires de la saison. Le prix France Télévisions a été attribué aujourd'hui à Nancy Houston pour Ligne de faille, publié chez Actes Sud. Elle avait déjà reçu le prix Femina pour le même livre, mais cette fois c'est un jury de 25 téléspectateurs qui l'ont récompensé. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, suivie du point route Valérie Maurice, 20h55 Maigret. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.